Imaginez enfin investir dans ce que vous pensez être la monture parfaite pour découvrir ensuite des problèmes dont personne ne vous avait parlé. Sur le papier, tout paraît simple. Vous achetez le vélo, vous le rechargez et vous roulez. Mais une fois l'excitation retombée, une autre réalité commence à apparaître, des coûts supplémentaires, des limites inattendues et de petites frustrations qui s'accumulent lentement avec le temps. Le plus intéressant, c'est que la plupart de ces problèmes ne sont jamais mentionnés dans les avis et ce qui rend la situation encore pire, c'est que ces problèmes ne se manifestent généralement qu'après avoir déjà dépensé l'argent. Alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin car comprendre ces points maintenant peut vous éviter une erreur très coûteuse plus tard. Assurance. La plupart des gens pensent que leur assurance habitation couvre automatiquement leur vélo électrique, mais en réalité, ce n'est généralement pas le cas. La plupart des assurances habitation ou locataires excluent complètement les e-bikes ou limitent la couverture à environ 500 à 1000 $, ce qui signifie que si ton vélo de 3000 $ est volé, tu devras probablement payer la perte toi-même. Une assurance e-bike séparée coûte généralement entre 100 et 500 $ par an, soit environ 500 à 2500 $ sur 5 ans, quelque chose que la plupart des acheteurs ne découvrent jamais à l'avance. Certaines compagnies comme Lemonade ont même admis qu'elles n'avaient pas couvert les e-bikes pendant des années parce que la plupart des assureurs les évitaient et elles n'ont commencé à proposer une couverture limitée qu'après 2025 en laissant encore certains types de côté. Comme les e-bikes, ce sont des cibles de vol très fréquentes et faciles à revendre, ne pas avoir une bonne couverture peut transformer un simple vol en perte totale. Service client. Après l'achat, beaucoup de propriétaires d'e-bikes disent que l'expérience change complètement. Avant l'achat, le support semble rapide, utile et très réactif, mais une fois le paiement effectué, tout ralentit fortement. Les clients rapportent envoyer plusieurs emails sans réponse, laissant les demandes de garantie bloquées pendant des semaines, voire des mois. Certains disent avoir essayé d'appeler le support, la comptabilité et même les dirigeants de l'entreprise sans obtenir de vraies réponses. Certains propriétaires affirment que la seule façon d'obtenir une réponse était de menacer de lancer un litige avec leur carte bancaire. Sur le papier, les services support promettent une réponse en 7 à 10 jours ouvrables, mais en réalité cela peut prendre des semaines ou disparaître complètement. Capacité de poids. La plupart des e-bikes indiquent une capacité totale de poids d'environ 113 à 136 kg, incluant le cycliste, le vélo lui-même, ainsi que les bagages et le matériel. Le problème, c'est que le vélo seul peut déjà peser entre 22 et 31 kg. Ajoute un sac à dos, un antivol ou des courses, et tu arrives très vite à la limite sans t'en rendre compte. Et la taille ne change pas vraiment grand-chose. Un cadre petit et un cadre très grand peuvent avoir exactement la même limite de poids car il n'existe pas de normes mondiales pour ces valeurs. Les fabricants se basent généralement sur des tests en laboratoire, mais dans la réalité, tout change. Le poids supplémentaire force le moteur à travailler plus fort, ce qui augmente la chaleur et accélère l'usure. La batterie se vide plus vite car elle doit supporter plus de charge et les freins chauffent plus souvent lors des arrêts. Frais d'assemblage. Beaucoup d'acheteurs de e-bikes sont surpris au moment de rendre leur vélo prêt à rouler. En ligne, le prix peut sembler de 1200 $, mais une fois arrivé en magasin, l'assemblage peut coûter entre 150 et 260 $. L'assemblage d'un vélo classique coûte généralement entre 75 et 150 $, mais les e-bikes sont plus complexes. En plus, certains services mobiles comme Velofix facturent environ 229 $ rien que pour venir chez toi, auxquels s'ajoutent des frais supplémentaires comme des taxes environnementales ou de livraison pouvant ajouter encore 65 $ ou plus. La frustration vient du fait que ces coûts sont souvent mal expliqués au départ, même lorsqu'on indique que le vélo est assemblé à 90%, cela peut vouloir dire que la roue avant n'est pas installée, que le guidon doit être monté, les freins ajustés et les vitesses réglées. Illusion d'autonomie, c'est l'un des plus grands pièges de l'industrie des e-bikes. Une bicyclette peut annoncer une autonomie de 128 km, mais dans la réalité, on obtient souvent autour de 35 km. Selon les mécaniciens et les cyclistes expérimentés, l'écart est simple à expliquer. Les fabricants testent dans des conditions
parfaite. Cela signifie généralement un cycliste léger d'environ 68 à 72 kg, des routes plates et sans arrêt, mais la vraie vie est très différente. La plupart des utilisateurs sont plus lourds, transportent des sacs ou du chargement, roulent en zone vallonnée ou contre le vent et subissent même le froid qui peut réduire fortement les performances de la batterie. Par exemple, des marques comme Radpower annoncent entre 112 et 128 km, mais les tests indépendants montrent souvent plutôt entre 64 et 80 km. Trek a également montré des écarts similaires entre l'autonomie annoncée et l'autonomie réelle. Au final, ce n'est pas vraiment un mensonge, mais plutôt des chiffres basés sur les meilleures conditions possibles, pas sur l'usage quotidien. Garantie des e-bikes. Ton moteur tombe en panne après 13 mois et tu réalises que la garantie a expiré à 12 mois. La plupart des garanties d'e-bike semblent simples sur le papier. Les cadres peuvent être couverts entre 2 et 5 ans, les batteries généralement entre 1 et 2 ans, l'électronique souvent seulement 1 an et la main-d'œuvre est presque toujours exclue. Mais les problèmes commencent dans les petites lignes du contrat, dépasser les limites de poids, mal stocker le vélo ou utiliser un centre de service non autorisé peut annuler la garantie. Beaucoup de garanties couvrent uniquement les pièces, ce qui signifie que tu dois payer la main-d'œuvre souvent à 100 $ ou plus de l'heure. Ainsi, une pièce à 50 $ peut facilement devenir une réparation à 200 $ une fois la main-d'œuvre ajoutée. En plus, les consommables comme les pneus, les plaquettes de frein et les chaînes ne sont généralement pas couverts. Et si l'entreprise fait faillite, la garantie devient inutile du jour au lendemain, pièce standard. Contrairement aux vélos classiques qui utilisent des pièces standardisées, les e-bikes utilisent souvent des systèmes propriétaires qui rendent les réparations beaucoup plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Beaucoup de marques utilisent des supports moteurs personnalisés, des connecteurs de batterie uniques, des firmware verrouillés et des logiciels de diagnostic spéciaux accessibles uniquement aux revendeurs. Le contrôleur fonctionne avec un firmware propriétaire et même le câblage du moteur n'est pas standard. Cela peut obliger à reconfigurer manuellement certains fils, comme les capteurs Hall, simplement pour que les pièces fonctionnent. En clair, ils prennent des composants normalement universels et les modifient volontairement pour empêcher les remplacements génériques. Et quand certaines entreprises disparaissent, la situation devient encore pire. C'est aussi pour cela que de nombreux ateliers refusent de travailler sur des e-bikes qu'ils n'ont pas vendus, car diagnostiquer et trouver les pièces peut être risqué ou impossible. Escroqueries en ligne, beaucoup de personnes remarquent le même problème avec les publicités de e-bikes en ligne, surtout sur Facebook, et se demandent si beaucoup de ces marques ne sont pas en réalité les mêmes fabricants cachés derrière différents noms. Des marques comme KBO, Ride One Up, Rattan, Etopia, Cityscape, Jetson et beaucoup d'autres apparaissent constamment, mais certaines sont liées à un schéma de site web au fonctionnement douteux. Le procédé est souvent simple, ils volent des photos de vraies marques fiables, parfois même en copiant des entreprises comme Lunacycle, puis créent des sites web qui semblent professionnels et lancent des publicités avec des offres irréalistes. Après la commande, les clients reçoivent soit un vélo de très mauvaise qualité, soit ne reçoivent rien du tout et le site disparaît ensuite. Lors d'une enquête, Lunacycle a découvert plusieurs sites frauduleux utilisant exactement ces images et descriptions en même temps, montrant à quel point ces arnaques peuvent être organisées et répandues. Réalité des vols. Tu verrouilles ton vélo avec un antivol en U de 100 $. Tu pars en pensant qu'il est en sécurité, peut-être même soulagé. Et en moins de 10 minutes, tu reviens et il a disparu. Les e-bikes sont particulièrement ciblés parce qu'ils ont une forte valeur de revente et même la batterie seule peut valoir entre 300 et 800 $ sur le marché noir. Le vol augmente chaque année et les taux de récupération sont presque nuls. C'est devenu une véritable course entre antivol et voleurs. Les câbles basiques peuvent être coupés en moins de 30 secondes. Même avec plusieurs cadenas ou chaînes, les voleurs persistent ou se contentent de voler la batterie. Les traceurs GPS peuvent parfois aider, mais quand le vélo est retrouvé, il est souvent déjà démonté.
L'assurance ne suffit pas toujours non plus car beaucoup de contrats exigent des antivols approuvés et un stockage sécurisé sans définir clairement ce que cela signifie. Certaines études montrent même que si les guidons sont souvent endommagés lors d'accidents, les batteries sont parmi les pièces les plus volées car elles peuvent être retirées très rapidement. Problème de poids, tu l'as acheté pour la simplicité, maintenant tu as besoin d'aide pour le monter à l'étage. Les modèles légers existent, mais ils sont rares et coûteux. La plupart des e-bikes pèsent entre 24 et 31 kg et les modèles plus robustes peuvent atteindre 36 à 43 kg. Même les e-bikes pliants, pourtant présentés comme faciles à transporter, pèsent encore entre 18 et 27 kg, comparé à un vélo pliant classique qui ne pèse que 9 à 13 kg. Un exemple connu est le Radpower Radmini. Sur le papier, il semble gérable, mais les testeurs indépendants le mesurent régulièrement près de 27 kg lorsqu'il est entièrement équipé. Et si la batterie tombe à plat en plein trajet, tu te retrouves à pousser plus de 27 kg de poids mort jusqu'à la maison. Remplacement de batterie, ce choc est l'un des plus gros coûts cachés des e-bikes. Tu peux payer environ 2500 $ pour le vélo, mais quand la batterie meurt, un remplacement peut facilement coûter 900 $ ou plus. En réalité, les batteries d'entrée de gamme en 36 volts avec 300 à 400 Wh coûtent généralement entre 300 et 550 $. Les packs milieu de gamme en 48 volts avec 500 à 700 Wh se situent autour de 400 à 800 $. Et les systèmes premium en 52 volts ou plus peuvent atteindre entre 700 et 1200 $, voire davantage, surtout chez des marques OEM comme Bosch ou Specialized. La plupart des batteries durent environ 3 à 5 ans, soit entre 500 et 1000 cycles de charge, mais une utilisation intensive peut réduire cette durée à 2 ou 3 ans. Même sans être utilisée, elle se dégrade progressivement. Quand on fait le calcul, une batterie à 600 $ sur 4 ans revient à environ 150 $ par an, uniquement pour le stockage d'énergie, sans compter les réparations ou l'entretien. Effondrement de marque. Quand une entreprise fait faillite, le vrai problème commence une fois que le vélo est déjà chez toi. Soudain, il n'y a plus de pièces, plus de support et plus de moyens de réparer quoi que ce soit, ce qui transforme le vélo en investissement perdu. Un exemple souvent cité est Radpower. En décembre 2025, l'entreprise a déposé le bilan sous le chapitre 11 avec 73 millions de dollars de dettes contre 32 millions de dollars d'actifs, ainsi que des millions dus en droits de douane impayés. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus car j'ai déjà expliqué dans la section sur les pièces que si l'entreprise disparaît, tu es essentiellement bloqué. Limitation d'autonomie. La limitation d'autonomie est souvent considérée comme un inconvénient majeur, mais en réalité, c'est l'une des préoccupations les plus exagérées. Pour la grande majorité des personnes, les trajets quotidiens se situent généralement entre 48 et 80 km. Dans ce cas, avoir un véhicule capable de 320, 482 ou même 965 km d'autonomie n'apporte pas de véritable avantage pratique. Cet argument n'a du sens que dans des situations très spécifiques, comme des trajets longue distance fréquents sur plusieurs centaines de kilomètres en un seul voyage. Mais des quais, comme traverser régulièrement tout un pays, sont extrêmement rares. Cela ne veut pas dire que l'autonomie est inutile. Dans certains cas, une grande autonomie était nécessaire. Et pour ces personnes-là, il est logique de la privilégier. Mais ces situations restent l'exception, pas la règle. Donc, comme on l'a vu, tous les achats ne répondent pas toujours aux attentes. Le point clé est simple. Fais tes recherches, comprends tes besoins et ne prends pas de décision dans la précipitation. Si ça t'a été utile, pense à t'abonner et n'oublie pas, le bon choix aujourd'hui, c'est celui qui t'évite les regrets demain.